19h-20h, Cécile de Ménibus. Et très bien accompagné, enfin très bien, n'exagérons pas non plus, de Philippe mieux David. que bien. Bon. Nous confinons au sublime. Non, parlez pas de confinement, on a donné. Non. J'ai pas dit. Non, mais c'est bon. Le confinement, c'est bon. Non mais faites attention parce que dans le confinement, il y a confit. Alors l'autre, il va péter un câble. Ah bah j'ai envie de parler de canard. Ah bah voilà, c'est ça. Ou de fruits. Ah oui, c'est ça, mais ne parlez pas tout court, ne dites rien Philippe, ne dites rien. Éric Revel, donc, est avec nous, journaliste et écrivain, auteur de ce livre, C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs et ancien vice-président de la CFTC. Vous n'écrivez pas de livre, vous? Ça fait longtemps que j'en ai pas écrit. Et pourquoi? Macron l'a déjà Vous n'avez pas d'inspiration? Si, peut-être là. Si, mais peut-être, là tout de suite, là maintenant. prochainement, c'est. Ah, ça y est, ça vient, c'est bien. Je sens que ça vient. Vous serez au courant tout de suite. Ah bah écoutez, je vous remercie sincèrement. Allez, tout de suite, la question du soir. La signature de l'accord du Mercosur, c'est la fin de l'élevage français et européen. La fin. C'est terminé. En 6 mois, il disparaît. On n'est plus compétitif. On travaille à 10 € de l'heure, eux ils sont à 1 € de l'heure. Aujourd'hui, tel que l'accord est en train d'être négocié avec le Mercosur, la France s'y oppose. C'est des milliers de tonnes de viande qui va débarquer avec des prix défiant toute concurrence. Parce que c'est un accord qui date d'il y a plusieurs années et qui n'impose pas aux agriculteurs comme aux industriels du Mercosur des règles qui sont homogènes avec les nôtres. Les vraies voix Sud Radio. Et on vous pose cette question. Marché commun, agriculture, Union européenne, sommes-nous vraiment des alliés? Eh bien, vous dites non à 94%. Vous voulez réagir? Aude et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et 0826 300 300, direction Marmande, avec Michel qui est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonsoir à la rédaction, bonsoir aux auditeurs. Comment ça va Michel? Quel bel accent. Moi, j'ai l'habitude de dire mieux, c'est pas possible. Ah. Mais bon. En tout cas, bienvenue à Sud Radio. Vous vouliez réagir, Michel? Oui, de quelques points. Un, j'aimerais que vous, dans toutes les rédactions, que ce soit Sud Radio et les autres, vous soulignez bien, et confrères, vous soulignez que quand les agriculteurs manifestent, ils ne cassent 3 fois rien ou rien du tout, contrairement à d'autres manifestants qui représentent beaucoup moins et qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui cassent les magasins à Paris, qui cassent les magasins à Bordeaux, qui cassent tout quand ils manifestent. Ça, c'est le premier point. Les agriculteurs, ils respectent parce qu'eux, ils travaillent, ils savent ce que c'est que de travailler, et donc eux, ils ne cassent pas. Et je ne suis pas agriculteur, je le souligne bien. Et eux, ils ne cassent pas. Deuxième point, tous les partis politiques qui s'appellent écologistes, qui s'appellent dits de gauche, dits de droite, je n'ai rien à faire, qui critiquent quand il y a de la malbouffe, que les pesticides, les ceci, les cela. Pourquoi ils ne sont pas, posez leur question, pourquoi ils ne manifestent pas avec les agriculteurs aujourd'hui? Ils devraient y être avec les agriculteurs. C'est ils pas devraient y faux. être pour manifester avec eux. Et là, non, on se planque. On reste derrière. Par contre, je vais vous donner un exemple. La noisette, il y a 4 à 5 mois, soi-disant qu'il y a eu 2 millions de personnes qui ont dit on ne veut pas ce pesticide. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai écrit à cette... je crois même que je vous ai écrit à vous, j'en suis pas sûr à vous. Ah bah nous on n'a rien reçu. Pourtant on aime les noisettes. Non, j'ai écrit à ceux qui avaient fait la pétition en leur disant ok, vous interdisez le pesticide pour la noisette, donc vous n'allez pas manger de Ferrero Rocher à Noël, vous n'allez pas manger de Nutella, faites-moi une pétition pour interdire de consommer, recommander de ne pas consommer le Nutella, parce qu'ils nous interdisent à nous de produire de telle et telle façon, mais par contre, voilà, vous voyez les 3 points que je voulais souligner. Un, dire qu'il n'y a pas de casse avec les agriculteurs, alors que c'est leur vie, et c'est notre vie. C'est des cancers à moins, ça, la vraie agriculture française. Ce sont des cancers à moins. Et la deuxième chose, c'est que pourquoi les partis politiques ne manifestent pas les agriculteurs? Messieurs, dames. Voilà, au revoir messieurs, dames. J'aime beaucoup Éric Revel. Je vais réagir sur les noisettes parce que c'est un sujet que j'avais regardé de près. Notre auditeur a tout à fait raison. On interdit un pesticide. Vous n'avez pas écrit sur casse-noisette par hasard? Non, Tchaïkovski, moi je suis plutôt mozartien. Mais simplement, le premier producteur mondial de noisettes, c'est la Turquie. Et la Turquie cultive ces noisettes avec des pesticides. De l'acétamipride, Et donc nous, on importe, on a interdit à nos quelques, on a quelques centaines de producteurs de noisettes, je crois, de continuer à utiliser ce produit. Mais c'est un peu ce qu'on disait sur la viande argentine qui peut arriver avec des antibiotiques. Et pendant ce temps-là, on importe de la noisette turque, si vous voulez, qui passe allègrement nos contrôles et qui est bourrée de pesticides. Voilà, on en est là. Non mais
On a un petit son à vous écouter, à vous faire écouter de Luc Smessert, qui est vice-président de la FNSEA, qui était chez Perico ce midi. Écoutez. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui aux politiques, c'est du courage et du bon sens. Déjà, on est en Europe et on sait très bien qu'aujourd'hui, tous nos engagements font que si c'est pas validé à Bruxelles, et elle est allée hier à Bruxelles, si on revient pas avec un accord que Bruxelles nous laisse protéger déjà en France, ça ne fonctionnera pas. Joseph, il faut du courage. J'aime bien le fait qu'il emploie le terme de Bruxelles, parce que l'Europe pourrait être utile. L'Europe pourrait être utile parce que ça serait une force dans la mondialisation face au bloc. Mais c'est pas ça. On est une faiblesse dans la mondialisation. Ah ben c'est clair. Alors, il y a les politiques, mais il n'y a pas que les politiques. Moi, je suis frappé quand j'achète du lait et que je vois que sur mon lait, il y a marqué Soler rémunère son producteur à son juste prix. Ça veut dire que ceux qui sont à côté, les autres, ne rémunèrent pas le producteur à leur juste prix. Ça ne choque personne, même pas le commerçant qui vend ça dans les grandes surfaces. Je me dis, mais on réalise ce qu'on fait. On dit, vous avez un petit lait là, il rémunère à son juste prix et les autres non. Ouais. Non, mais c'est carrément inacceptable, parce que ce qui est en cause, c'est aussi la valeur travail. On peut pas toute la journée nous dire il faut travailler si on ne reconnaît pas la valeur travail, et la valeur par travail, elle a un prix. Et je m'adresse aussi aux consommateurs là. Absolument. Tout le monde n'est pas le plus pauvre. Que les plus pauvres aillent au moins cher, d'accord. Mais tout le monde n'est pas le plus pauvre. Au consommateur aussi de faire son boulot et d'essayer de regarder pour acheter français, parce que c'est comme ça qu'on maintiendra de l'emploi chez nous et qu'on maintiendra des territoires avec des paysans. Moi, je dis Joseph, président. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant. 0826 300 300 si vous voulez débattre avec nos vraies voix. Vous êtes les bienvenus. Et c'est Aude qui vous attend. Alors là, je veux dire, avoir au moins Aude au téléphone, si ça, c'est pas un petit bonheur. C'est comme jouer au tennis avec Federer. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. Mais non, mais ça prouve le niveau quand même. Je plaisante, Philippe. Calmez-vous, prenez une camomille, je vous le dis. D'habitude, je me dis calmez-toi. Bon, je vous en prie. Vous le mettez où vous voulez. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Et on vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h et j'en profite pour dire que Philippe David et François Libourneau seront en direct tous les deux de 19h à 20h avec pareil une libre antenne avec en vue en tout cas d'accueillir des agriculteurs. Absolument, et des personnes qui soutiennent ou pas les agriculteurs. L'antenne vous est ouverte de 19h à 20h dans les vraies voix de Sud Radio. Et tout de suite, le vice-premier ministre irlandais Simon Harris a annoncé donc que l'Irlande votera contre l'accord commercial de l'Union européenne avec le Mercosur lors du vote prévu vendredi. Alors forcément, je me tourne vers Joseph ou vers Éric Revel. On sait que malheureusement ça semble perdu, même si tout le monde espère encore un petit peu. Mais est-ce que au dernier moment, il peut l'effet chamboule tout? Est-ce que c'est possible, Éric Revel? Écoutez, on misait sur une minorité de blocage, si j'ai bien compris. Oui. Je ne pense pas que le fait que l'Irlande vote contre change quelque chose. Il n'y a pas de minorité de blocage. Non. Donc l'Italie, comme on le disait en commençant l'émission, grâce à l'habileté de Madame Meloni qui a négocié des choses intéressantes pour ces agriculteurs, l'Italie ayant décidé de voter pour le traité du Mercosur, je pense que Madame von der Leyen a déjà sa carte d'embarquement pour aller signer à Assumption le 12 janvier, je crois. Le 12 janvier, voilà. Joseph, la question, c'est est-ce que la France osera utiliser les armes que nous avons dans une négociation? Première puissance militaire européenne. On nous demande de monter, accompagner l'Ukraine, etc. Eh bien, non au Mercosur, et on en rediscutera. On est en capacité, avec notre nucléaire, de fournir de l'énergie. On a des leviers, c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est ça une négociation. De fournir de l'énergie aux pays, et ils en ont besoin à certains moments. On ne fournit plus d'énergie aux pays qui ne... C'est ça la négociation. C'est ça qui doit être fait. Malheureusement, j'ai bien peur qu'on n'ait pas le courage de le faire. Déjà, Emmanuel Macron est beaucoup plus européen que français. Il l'a toujours dit. Pour moi, je le vois au Parlement européen. Pour moi, la souveraineté européenne. Il parle de souveraineté excusez-moi, européenne. Non, mais il parle pas de souveraineté française. Mais la souveraineté européenne n'existe pas parce qu'il n'y a pas de peuple européen. Qu'est-ce qui réunit un Portugais et un Estonien? Rien.
Ici, ils vivent sur le même continent. Ils vivent sur le même continent. Mais je vais vous dire, moi, je me sens beaucoup plus proche d'un Québécois que d'un Finlandais. Je vous l'avoue franchement. Ou même plus proche d'un Argentin. Vous voyez, pourtant, je suis contre le Mercosur parce que c'est un Latin et qu'on a un peu le même mode de vie, on aime bien manger les mêmes choses, etc. Mais c'est là, il n'y a pas de souveraineté européenne et tout le monde joue pour sa pomme. Qui a été un des premiers responsables de la mort de l'agriculture française, de la mise en difficulté de l'agriculture française? L'Allemagne, qui a joué la carte du dumping social massif. Pourquoi nos abattoirs, ils ont fermé Doux et Gade? Parce que eux, les Allemands, ils ont fait venir des Roumains, des Polonais, des Tchèques et compagnie, travaillant 48 heures par semaine, bien sûr, horaire légal du travail maximal prévu par le droit européen, à des prix de travailleurs détachés, c'est-à-dire à des prix de 200 balles par mois. Absolument. Le plombier polonais. C'était un salaire de 5 € de l'heure parce qu'il n'y avait pas de salaire minimum en Allemagne. C'était les lois Hartz. Absolument. Les lois Hartz. Écoutez, pardon. Finissez, Philippe. Et donc, ils ont fait du dumping social, donc ne me dites pas que ces gens sont nos alliés, ces gens sont nos concurrents. Et les États n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des intérêts. C'est le général de Gaulle qui disait ça. Écoutez Arnaud Rousseau, qui est président de la FNSEA. Écoutez. Le sujet européen est un sujet de premier plan aussi, et on va pouvoir mesurer quel est le poids de la France dès ce week-end. Ma crainte, c'est que la France ne pèse plus en Europe, ou en tous les cas pas suffisamment pour défendre ses intérêts agricoles. Je rappelle que, en tous les cas, pour nous, ce qui compte, c'est que la France défende ses intérêts. L'agriculture française est la première agriculture sur ce continent, et nous attendons qu'elle soit défendue. Alors c'est intéressant de dire... Il y a une chanson qui s'appelle Paroles et paroles et paroles. Mais c'est une chanson italienne d'ailleurs. Monsieur Rousseau, avec tout le respect qu'on lui doit, il défend pas les mêmes intérêts que les agriculteurs que nous avions, les éleveurs que nous avions tout à l'heure, Cécile, en face de nous. Monsieur Rousseau, c'est un très grand céréalier. Il peut considérer, il a sans doute raison, que le Mercosur peut être une formidable porte d'exportation, j'en sais rien, pour ces céréales, mais imaginez, enfin, vous savez, moi j'ai connu quelques patrons de la FNSEA. Il y en a qui étaient extrêmement proches du terrain. Je pense à Jean-Michel Lemétayer. Qui est mort tragiquement d'ailleurs. Jean-Michel Lemétayer, qui est décédé en faisant du vélo en Bretagne, si ma mémoire est bonne. Cardiaque, oui. Si vous voulez, voilà, il était patron de la FNSEA, ou François Guillaume, par exemple, c'était des gens extrêmement proches de cette agriculture. Mais le cynisme politique aujourd'hui, c'est très simple. La cohorte du nombre d'agriculteurs ayant diminué considérablement, ça représente plus un pouvoir politique, ça représente plus suffisamment d'électeurs. Donc c'est aussi la raison pour laquelle les politiques leur racontent n'importe quoi. J'aime bien utiliser un chiffre pour démontrer à quel point on a une envie, un tropisme à enquiquiner les agriculteurs en France. Le nombre d'agriculteurs entre 1982 et aujourd'hui a été divisé par 4. Le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture a été multiplié par 2 et on leur a greffé 9 agences d'État pour les contrôler. Désolé, j'ai l'impression que la frontière nord-coréenne est limite beaucoup moins contrôlée que les agriculteurs en France. Allez, le 0826 300 300, c'est Frédéric qui est avec nous. Bonsoir Frédéric, Bonsoir. Vous nous appelez de Lille en Dodon. Ouais, toujours au même endroit. Voilà. Vous allez bien? Magnifique, très bien. Ça va et vous? Oui, ça va très bien. Je rentre de Bordeaux et je veux intervenir en disant que notre ami Emmanuel Macron, enfin je ne sais pas si c'est l'ami de quelqu'un encore, n'a fait que dire une chose et son contraire durant la totalité de son mandat. Donc, lisez le livre d'Éric Revel. Monsieur Revel, non mais je vois très bien qui c'est, quelqu'un d'admirable. Bon, n'exagérons rien non plus, ça va. Pas non, vous pouvez penser aux autres aussi. Alors, monsieur David, vous avez totalement raison quand vous dites que les Allemands nous détestent. Et depuis la Première Guerre mondiale, qui est mort dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale? Les paysans français. 90% des cultivateurs, oui. Mais oui, et durant la Seconde Guerre mondiale, pendant qu'on buvait des coups à Paris, les paysans ici, dans le coin, dans le sud-ouest, résistaient comme ils pouvaient. Alors, il y a eu des résistants partout, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que quand on voit les morts en 88, c'est cultivateurs à 90%, ça c'est vrai. Je dis ça à dessein, vous voyez. Moi, ce que je constate, c'est que la diagonale du vide française est totalement détruite depuis 14-18. Voilà. Et dans cette diagonale-là, il y a des gens qui ont des vies normales, qui habitent à la campagne, qui bossent à Toulouse et qui font 80 km toujours pour les bosser. Et ça, personne ne veut le comprendre. On a aussi des machines à laver au fin fond de la Haute-Garonne. On a aussi l'eau courante à l'électricité. N'en déplaise aux Parisiens. Et moi, je les vois, ils viennent ici en vacances m'enquiquiner et qui disent pas bonjour à la boulangerie. Et je leur fais la remarque, ça me fait très plaisir. Et en plus, ils demandent des pains au chocolat, pas des chocolatines. Ça, c'est vraiment un crime de lèse-majesté à Lille-en-Dodon. Attendez, moi j'arrête cette émission, là, il y a une bagarre.
Il y a les chocolatines et ça va durer combien d'années encore cette histoire? Le débat va croissant. Une éternité. Une éternité. Oh, ça n'arrêtera jamais. C'est beau. Pardon, Frédéric, je vous ai coupé. Non, je veux dire par là que systématiquement, ce qui faisait la force de la France, moi quand j'étais au lycée, le premier pays exportateur de céréales au monde, c'était la France, c'était personne d'autre. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on est devenu? On en parlait tout à l'heure avec l'agriculteur, notre ami agriculteur. La Beauce, c'est terrible. Les deux principales zones productrices, c'était la Beauce et la Limagne. La Beauce, un agriculteur, il sortait 80 ou 100 quintaux de blé à l'hectare, quand un paysan du Middle West américain sortait entre 25 et 30 quintaux. C'était colossal. Voilà. Et vous voyez que maintenant, où on en est dit par un céréalier de la Beauce, moi je me dis, qu'est-ce qu'on a foutu sur les 30 dernières années? On a tué les gens qui votent à droite, monsieur. Enfin... C'est ça. Comme ça... Mais oui, c'est ça. C'est un peu radical. On a les gens qui votent à droite. Il faut se rappeler qu'il y avait des théories par nos grands penseurs, généralement sortis de l'ENA, qui étaient de dire la France, c'est plus de la production. Donc plus d'industrie, plus d'agriculture. Nous allons être Turut, grand patron d'Alcatel. Un pays de services. Nous allons rendre des services. Et puis en même temps, on va être un pays où on va accueillir des étrangers parce que la France est belle. Donc on va être un pays qui va accueillir. D'ailleurs, aujourd'hui, on est là, le premier pays au monde pour les visites touristiques. Mais les fondamentaux, c'est quand même l'industrie et l'agriculture. On est bien d'accord. Merci en tout cas. Il y en a plus, malheureusement. Merci. Il y a plein de choses qui disparaissent, bien entendu, pardon. Merci beaucoup, Frédéric. Et juste vous annoncer que Laurent Nunez vient d'annoncer qu'il n'a pas souhaité disperser les manifestants, même si cette mobilisation était illégale.